Chers amis de Paix et Guerre, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle mondoscopie. Nous sommes le 17 juin 2026. Je commence par vous dire que ce samedi sortira un entretien géopolitiquement incorrect, un peu exceptionnel, un peu inhabituel, avec Vladimir Fedorovski, qui m'a fait l'amitié de revenir, nous parler en fait de permanence, de quelques grandes figures russes et soviétiques, politiques, et de la façon dont ils ont, à travers la fin de l'ère soviétique, celle dans laquelle lui-même a joué un rôle, et puis la Russie post-soviétique, la façon dont elles se sont finalement donné la main d'une certaine manière pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. Donc voilà, c'est un entretien plus sur la culture que sur la géopolitique à proprement parler, mais c'est aussi l'arrière-fond, bien sûr, de la géopolitique, la culture et la teinte civilisationnelle des grands États. Donc ça, c'est samedi à 11h. Évidemment, likez, partagez cette vidéo, soutenez-nous, venez me rejoindre à l'intérieur, au sein du cercle des Amis de Paix et Guerre. J'en serais ravie et très heureuse et très confortée dans ce que j'essaie de faire comme travail d'exégèse, d'explication des grands mouvements internationaux. Alors évidemment, aujourd'hui, on va parler en fait que d'Iran, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La semaine dernière, j'avais titré ma mondoscopie « Trump sabote la paix », parce qu'en fait, il y avait eu cet incident, n'est-ce pas, de l'hélicoptère Apache, manifestement tapé par un drone, mais pas détruit, dont les pilotes avaient survécu, avaient été récupérés même apparemment par les États-Unis. On se demandait ce qu'ils faisaient là, mais enfin bon, ils étaient là. Et on avait l'impression qu'on était vraiment au bord d'une reprise des frappes, même si, avec toutes les réserves, bien sûr, des capacités militaires américaines actuelles, on avait l'impression que Trump n'allait pas pouvoir se soustraire à ça, surtout qu'il y avait un certain nombre d'escarmouches, que Israël cherchait régulièrement à mettre en panne en fait tout projet d'accord. Il y avait déjà des discussions sur le fameux MOU, le Memorandum of Understanding, mais je vais l'appeler le MOU parce que le projet, si vous voulez, non pas d'accord, mais d'entente. Voilà, le projet d'entente large, une espèce de cadre général d'une future négociation. Et donc, on avait l'impression que c'était mal parti, qu'on n'allait pas arriver à ça. Et puis, finalement, à partir de vendredi dernier, on a eu des annonces, d'abord des médiateurs pakistanais, puis confirmés par les autorités iraniennes, puis bien sûr par les Américains. On a eu l'impression qu'on était revenu non pas à des pensées amènes, parce qu'on est quand même très très loin de là, et chaque partie en a bien conscience, en tout cas les Iraniens le disent clairement, c'est pas... on n'est pas en train de s'entendre pour une grande paix magnifique. C'est une phase très difficile avec un ennemi qui a voulu leur destruction. Mais néanmoins, on est arrivé à l'annonce de ce fameux MOU. Bon, et pourquoi ? Parce que les Américains ont dû revenir quand même à un moment donné aux dures réalités de ce conflit et de cette décision qu'ils ont prise le 28 février dernier de lancer des frappes. Il y a eu 40 jours de frappes qui n'ont pas produit les effets ni politiques ni militaires attendus. Il y a une crise énergétique qui fait plus que sourdre, mais surtout on arrive là à des dates, à des moments où ça va devenir très très ennuyeux énergétiquement pour les Européens, mais évidemment pour les Américains et pour Donald Trump au premier chef. Et donc, les Américains, finalement, et Trump a dû, je ne dirais pas capituler, mais enfin, se rendre quand même à l'évidence, c'est qu'il faut arriver, sinon à gagner du temps, du moins à mettre en place quelque chose qui permette, en fait,
c'est ça le sujet, au détroit d'Ormuz, de laisser de nouveau passer les bateaux et donc de détendre les prix. Alors, comment en est-on arrivé là? Chers amis, un mot sur notre partenaire du jour, or.fr. Détenir de l'or physiquement, en direct, sans intermédiaire, savoir ce que l'on possède, où il se trouve, pouvoir le retirer quand on le souhaite, c'est exactement ce que propose or.fr. Depuis 2011, or.fr accompagne les particuliers et les entreprises dans l'achat et le stockage de lingots et de pièces d'investissement qui sont issus exclusivement de raffineurs accrédités. Les coffres sécurisés se trouvent hors du système bancaire, en zone sous douane, à Toronto, Zurich, Singapour, New York, et les métaux y sont assurés, notamment via la Lloyds. Avec or.fr, le client signe directement un contrat avec la société de gardiennage, il reçoit un certificat de stockage en son nom propre, mentionnant les numéros de série de tous ses produits. En tant que seul représentant légal, le client peut à tout moment se rendre physiquement au coffre sans représentant d'or.fr pour inspecter ou retirer son stock. Or.fr facilite également la liquidité en rachetant les lingots et les pièces conservées dans les coffres. Et pour celles et ceux qui préfèrent conserver leurs métaux chez eux, il y a un service de livraison disponible en France et dans la plupart des pays européens. Cette communication est fournie à titre informatif et ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée. L'investissement dans les métaux précieux comporte des risques, notamment en perte de capital. Si l'or physique vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en description et voir ce que propose notre partenaire. Je remercie beaucoup or.fr de soutenir notre chaîne et notre travail sur PayGuerre. Il s'est félicité naturellement Trump, mais en riant un peu jaune, de ce protocole d'entente. Mais le protocole d'entente, il est hautement favorable à l'Iran. Alors, personne ne l'a vu, enfin en tout cas pas moi, et ça n'a pas été, si vous voulez, il y a des versions différentes, à la fois américaines, iraniennes. Israël a aussi son avis sur la question, il a demandé qu'il lui soit communiqué, je crois que Trump a refusé à ce stade. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui semblent convenues, enfin qu'on peut dire sur le contenu de ce MOU. Bon, la principale contrepartie pour les Américains, c'est bien sûr le déblocage d'Ormuz. Et ça leur donne une raison, bien sûr, pour retirer leur propre blocus, qui n'a pas eu non plus les effets attendus. Ça, c'était une question de temps, ça a été mal jaugé. En fait, Trump ne pouvait pas tenir la distance, entre guillemets. Et puis, deuxième deuxième gain américain, c'est que l'Iran s'engagerait à ne pas avoir de bombes nucléaires. Mais je rappelle que l'Iran est signataire du TNP, du traité de non-prolifération nucléaire. Je rappelle qu'il ne recherche pas officiellement la bombe nucléaire. Je rappelle en revanche qu'au titre du TNP, il a tout à fait droit d'enrichir dans certaines proportions de l'uranium. Bref, en tout cas, que sait-on de ce MOU, au-delà des versions contradictoires? D'abord, il y a 3 phases. La première phase, c'est depuis son annonce, c'est-à-dire vendredi soir dernier, avec effet immédiat, il y a 2 choses qui se produisent d'ailleurs. Donc, c'est que les 2 parties ont déclaré une fin immédiate, complète, permanente de toutes les hostilités entre elles dans la région, dans toute la région, y compris au Liban. Et ça, c'est évidemment le point dur, parce qu'Israël entre en lice, mais Israël n'a pas été part à ces négociations directement. Mais on peut dire que le verre est dans le fruit, là, de ce point de vue-là. Mais bon, je continue. Deuxièmement, toujours après cette annonce, sachant que cette annonce, c'est depuis vendredi, en fait, jusqu'à ce vendredi, 19, où doit être signé le MOU officiellement. Donc, deuxième point de la première phase, après l'annonce, les États-Unis déclarent la levée immédiate et complète de leur propre blocus naval contre l'Iran. Bon. Phase 2.
entre la signature du MOU, donc là, qui doit intervenir, si elle intervient, s'il ne se passe pas un drame avant, le 19, ce vendredi, et pendant 30 jours, il doit se passer un certain nombre de choses. 1. Les États-Unis confirment leur engagement à ne pas interférer dans les affaires intérieures de l'Iran et à respecter la souveraineté de la République islamique d'Iran. Bon. Trump, d'ailleurs, a fait une déclaration lunaire sur le thème, mais je n'ai jamais cherché le régime change en Iran. Bon. Voilà, faut... c'est comme ça. Il faut s'habituer à ces déclarations, contre-déclarations, mensonges patents. Bon, enfin bref. Deuxième, toujours dans la phase 2, les États-Unis affirment qu'ils n'augmenteront pas le nombre de troupes ou d'actifs militaires présents dans la région. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les baisser, ça veut dire qu'ils ne les augmenteront pas, donc ils ne renforcent pas leur fameuse armada, mais qui s'est révélée avoir des limites, et qu'ils n'imposeront pas de nouvelles sanctions pendant les négociations. Chouette! Parce que ça, c'est sûr que, comme la dernière fois, hein, et comme celle d'avant d'ailleurs aussi, et comme d'ailleurs ils font la même chose avec d'autres pays, vous ne pouvez pas être en pleine négociation et retaper économiquement le pays avec lequel vous prétendez négocier. Je veux bien qu'il y ait le bâton et la carotte, mais si vous voulez, ce n'est pas une position négociatoire possible, ça. Ça peut être une menace, ça peut être quelque chose de suspendu, mais si vous faites ça, vous flinguez votre négociation en fait. Bon. Donc là, ils écrivent qu'ils ne feront pas de nouvelles sanctions pendant les négos. Bon. Ensuite, l'Iran, de son côté, réaffirme son engagement au TNP, au traité de non-prolifération, et confirme qu'il ne produira, ne développera, ni n'acquérera jamais d'armes nucléaires. Donc là, c'est dit, si vous voulez. Voilà, c'est bon, les uns et les autres, on peut fantasmer, on peut faire comme si ça n'existait pas, on peut continuer à dire mais c'est faux, mais ils mentent, mais si, mais ça, mais bon. En tout cas, ils s'y engagent au titre de ce MOU. Bon. Les États-Unis déclarent qu'ils fourniront à l'Iran la moitié de ses fonds gelés, d'une valeur de 12 milliards de dollars, qui seront mis à disposition de manière non réversible dans un délai de 30 jours, donc pendant ces 30 jours, là, à partir du 19, avec l'engagement de mettre à disposition l'autre moitié, 12 autres milliards, au cours des 60 jours suivants. 60 jours qui doivent être ceux d'une négociation. Les États-Unis émettront des dérogations aux sanctions, ça je crois que c'est déjà en train de se faire, pour les exportations iraniennes de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques, avec effet immédiat. Et ils s'engageront à prolonger ces dérogations de manière permanente une fois qu'un accord final sera conclu. Les États-Unis commenceront des consultations immédiates avec Israël pour présenter un calendrier à court terme pour un retrait complet d'Israël du Liban, y compris les points occupés par l'État hébreu suite à l'accord Israël-Hezbollah de 2024. L'Iran confirme qu'il rouvrira le détroit d'Ormuz au trafic maritime commercial selon certaines dispositions spécifiées déterminées par lui dans un délai de 30 jours. Et enfin, troisième phase, négociation sur un accord final pendant 60 jours avec prolongation possible et évidemment probable, si on arrive jusque-là, parce que ça ne va pas durer simplement 2 mois. La période de négociation commencera une fois que tous les termes du MOU auront été respectés pendant les 30 premiers jours, là, comment ça commence vendredi. La période de négo de 60 jours peut être prolongée par accord mutuel des parties. Pendant ces 60 jours, les États-Unis mettront à disposition les 12 milliards restants des avoirs iraniens gelés. Pendant ces 60 jours, les États-Unis présenteront des plans. Voilà, c'est un point aussi très intéressant sur lequel je vais revenir. Pour un fonds de reconstruction pour l'Iran, mais ce n'est pas des réparations en tant que telles, ça serait vraiment trop humiliant, mais reconstruction pour l'Iran, fonds de reconstruction, d'une valeur d'au moins 300 milliards de dollars, financés en partie par les États du Golfe. Les États-Unis et l'Iran entameront des discussions détaillées sur une solution permanente aux questions liées au nucléaire, y compris l'enrichissement, le stock d'uranium existant et le sort des sites nucléaires. Les États-Unis et l'Iran entameront des discussions détaillées concernant la levée de toutes les sanctions économiques contre l'Iran,
y compris les sanctions primaires, secondaires, américaines, onusiennes, ainsi que le retrait de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et du Conseil des gouverneurs de l'AIEA contre l'Iran. Un mécanisme de surveillance sera mis en place pour superviser la mise en œuvre de l'accord final. L'accord final sera approuvé par une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un programme extrêmement ambitieux. C'est un programme qui tient compte de la réalité militaire et de la réalité, si vous voulez, du face-à-face actuel et des atouts de l'une et l'autre partie. Et on voit bien que là, l'Iran est quand même en position de force quand on voit ce qu'admettent les États-Unis, ce à quoi ils s'engagent. Alors, il faut comprendre que le MOU, le Memorandum of Understanding, c'est pas contraignant. D'ailleurs, il n'y a pas de mécanisme de sanction si l'un ou l'autre ne fait pas. C'est-à-dire, c'est une période pas probatoire, mais c'est une période où on essaie de faire quelque chose. Mais il peut se passer tout pendant cette période. Donc, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que l'un et l'autre s'engagent à des choses, mais si, par exemple, Israël arrive à refaire dérailler le processus en n'arrêtant pas ses frappes au Liban ou à Gaza, d'ailleurs, parce que c'est toute la région, c'est pas seulement le Liban, en fait, eh bien, l'Iran ne respectera pas non plus ses engagements, vous voyez, parce qu'en fait, les États-Unis s'engagent finalement pour Israël, au nom d'Israël, plus ou moins. Donc, c'est magnifique, mais on peut dire seulement c'était si simple. Il y a beaucoup de choses trappes, en fait. Donc, le fait que ce ne soit pas contraignant, que ce ne soit pas un accord, ça peut être simplement une façon de gagner du temps pour une partie comme pour l'autre, pour les Américains comme pour les Iraniens, par rapport à la crise économique qui menace pour les Américains, qui menacent d'éclater quand même fin juin, début juillet. Là, on y est, c'est dans 3 semaines. Et du point de vue iranien, il est évident quand même que l'économie iranienne a besoin que les sanctions soient levées, au moins en partie. Elle a besoin d'argent, elle a besoin de sortir de cette nasse dans laquelle on l'enferme depuis bientôt 50 ans, mais plus encore, naturellement, à vrai dire, depuis la guerre des 12 jours de l'année dernière, à peu près à la même époque, et bien sûr, depuis le 28 février. En tout cas, ce qui est clair, c'est quand même ce MOU, il traduit une position de force nette de l'Iran. Les Américains ne gagnent pas quoi que ce soit, si ce n'est de manière cosmétique. Oui, l'Iran n'acquérera jamais l'arme nucléaire, mais il s'était déjà engagé à ne jamais acquérir l'arme nucléaire. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas enrichir son uranium. Donc, si vous voulez, la perspective, c'est quoi? C'est à la fin des fins, si tout allait bien, c'est d'avoir un JCPOA, c'est-à-dire l'accord négocié par l'administration Obama à l'époque, mais en moins bien, parce qu'en fait, on ne parle pas du tout du balistique, qui est quand même devenu l'élément central de la force de dissuasion iranienne. Vous me direz, on n'en parlait pas dans le JCPOA, et c'est aussi pour ça que Trump en était sorti à la demande d'Israël. Mais finalement, l'Iran garde le contrôle sur Hormuz. Alors peut-être que ce ne sera pas un péage en tant que tel, mais ce seront des frais de passage de toute manière, des frais de maintenance du détroit, puisque le détroit, c'est encore une fois les eaux internationales iraniennes et les eaux internationales omanaises. Donc là, il y a un système à trouver, il faudra trouver une appellation qui ne choque pas, si vous voulez, mais il y a aussi tout l'aspect environnemental, d'ailleurs, du passage, puisque c'est extrêmement étroit, donc ça a des conséquences, notamment pour les Omanais, en matière environnementale, et ils sont très respectueux, très soucieux de ça. Donc, si vous voulez, on peut dire que c'est formidable, mais en fait, c'est peut-être juste une trêve, une pause, une tentative plus ou moins honnête, de bonne foi d'une partie, de l'autre. Enfin, on se regarde toujours en chien de faïence. On considère quand même toujours que l'autre partie est l'ennemi, encore une fois, côté iranien comme côté américain. Et juste, les Américains ont dû mettre un genou à terre, quoi. Pas en terre, mais à terre.
Et tout ça, bien sûr, dépend de la façon dont les États-Unis vont pouvoir contraindre Benjamin Netanyahou à ne pas poursuivre ses opérations, au Liban notamment, et à faire en sorte finalement que les États-Unis puissent dire voilà, on a promis certaines choses et on est capable de les mettre en œuvre, donc on est capable d'avoir du poids sur notre allié israélien. Bon. Donc, encore une fois, c'est pas la paix. Et de toute manière, même s'il y avait un grand accord, même si on arrivait à un JCPOA d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'à mon avis, ça va durer, et donc ça va être une zone de toute façon, une période extrêmement dangereuse pour l'Iran, il est évident que l'Iran aura toujours... La guerre n'est pas finie, la guerre ne sera jamais finie, en fait, probablement tant qu'il n'y aura pas... Mais c'est désespérant de dire ça, mais tant qu'il n'y aura pas un affrontement véritablement décisif, soit entre les États-Unis et les Iraniens, soit entre Israël et l'Iran. Mais si vous voulez, ça devient... Entre Israël et l'Iran, maintenant, c'est existentiel, puisqu'Israël a perdu son pari, que l'Iran est toujours là, que l'Iran est beaucoup plus fort qu'avant, que les factions dures ont pris le pouvoir, enfin, ont pris l'ascendant sur les autres. Donc, si vous voulez, moi, je suis quand même extrêmement prudente. Il y aura bien sûr toujours des tentatives de déstabilisation via les Kurdes, via les Baloutches, via tout un tas de gens que les puissances occidentales, au sens large, pas seulement les Américains, instrumentalisent. Et voilà, il y a toujours cette idée de faire tomber l'Iran, et ça, je pense que ça ne va pas... c'est d'ailleurs un peu comme la Russie, mutatis mutandis, c'est-à-dire... ça n'est pas parce qu'on peut éventuellement arriver à un accord, discuter, arriver à quelque chose, que d'un seul coup, c'est embrassons-nous Folleville, hein, et qu'on va s'entendre, et que ça va être une nouvelle période intelligente, évoluée, etc. Non. Malheureusement, les ferments de la nouvelle guerre froide, mais à l'échelle mondiale aussi, cette guerre froide... voilà, qui nous menace tous, en fait, hein, dont nous sommes, nous, les peuples, vraiment les victimes potentielles, elle ne va pas cesser. C'est là que, malheureusement, si on est vraiment réaliste, eh bien, il faut convenir de ça. Bon, donc rien n'est réglé, mais il y a une nouvelle réalité internationale qui est évidemment défavorable non seulement aux États-Unis, mais aux Européens, évidemment, parce que nous n'avons pas, ni les uns ni les autres, voulu voir, voulu anticiper, voulu simplement reconnaître déjà les évolutions géopolitiques majeures, la bascule du monde, le fait qu'il fallait discuter différemment avec les grands acteurs. Et donc, on en est réduit à faire des tentatives qui sont, là, en l'espèce, extrêmement malheureuses. En Europe, on ne peut pas dire que ce soit tellement plus brillant, quand même. Mais on continue dans le narratif. Et il faut dire que ce narratif, entre guillemets, a du poids, même s'il ne repose sur rien. C'est-à-dire, c'est une partie de l'équation dont il faut quand même tenir compte, et dont nos adversaires, en tout cas ceux que l'on appelle tels, donc les Russes en Europe, ou l'Iran du point de vue des États-Unis, eux doivent tenir compte de ça, tenir compte de notre déni de réalité, tenir compte de nos tentatives, de l'élaboration de nos narratifs, n'est-ce pas? Et il ne faut pas les sous-estimer, parce qu'en fait, ça existe, même si c'est basé sur... pas grand-chose au plan militaire, ou pas assez en tout cas, pour pouvoir prétendre à un affrontement, ou simplement la folie de seulement imaginer un affrontement décisif, radical, total. Bon, voilà, on en est là. Trump, donc, veut faire comme s'il avait gagné, même s'il a en fait radicalement perdu, quoi. Pour l'instant, je pense que du point de vue américain, il s'agit de faire en sorte que ça tienne bon an, mal an,
pour que la pression, la tension descende sur les marchés énergétiques, que les stocks stratégiques américains qui sont vraiment très très bas désormais puissent commencer à être reconstitués. Bref, il faut qu'Ormuz soit ouvert. Voilà. Bon. Alors, la grande question, c'est donc comment peut et va réagir Netanyahou face à ce qui est non pas, c'est pas un lâchage américain d'Israël, même si on peut comprendre que les médias israéliens, les commentateurs qui parlent pour Israël, etc., sont furieux en fait de ce que Trump vient d'accepter. C'est le président le plus faible, et ça c'est peut-être vrai d'ailleurs, depuis longtemps, etc., etc. Mais c'est pas un lâchage, mais c'est une claire distanciation, parce qu'en fait, si Trump ne fait pas ça, entre guillemets, il est mort. C'est-à-dire, il va au choc. Il va au choc pas militaire contre l'Iran, il va au choc politique et économique aux États-Unis. Et ça, c'est quand même difficile. Donc il y a vraiment une divergence dont on voyait poindre les premières manifestations, mais qui là, sur cette affaire, ça a été très clair. Pourquoi ? Ça s'est vu tout récemment, vraiment. C'est là qu'on a compris que là, Trump devait vraiment prendre une décision, et il a pris la décision qui lui est favorable à lui, naturellement, mais qui est aussi peut-être favorable aux États-Unis. Donc, parce qu'en fait, le mémorandum, le MOU, là, qui était en train d'être discuté, etc., en fait, Netanyahou a essayé de le torpiller en frappant la banlieue sud, il y a quelques jours, la banlieue sud de Beyrouth. Et finalement, c'est ce qui a précipité la réaction de Trump, qui a supplié Israël d'arrêter d'abord, mais qui a surtout supplié les Iraniens de ne pas répondre, et qui a activé véritablement la négociation indirecte, entre guillemets, pour qu'on arrive à quelque chose. Et ça s'est fait grâce au Qatar. Donc en fait, on peut dire que c'est Israël, par ses tentatives de sabotage du MOU en négociation, parce que ça ne convient pas aux intérêts d'Israël, en tout cas tel que perçu par le gouvernement actuel israélien, Israël a précipité le MOU. Voilà, ça a eu l'effet inverse, parce qu'en fait, là, Trump a quand même tranché et a dit qu'il fallait qu'on arrive à quelque chose vite, parce que si l'Iran avait répondu, comme il allait le faire, aux frappes israéliennes, il l'avait déjà fait une autre fois, si l'Iran avait répondu, Israël à nouveau répondait, et hop, et ça repartait, et pendant ce temps, les stocks stratégiques baissent, mais baissent beaucoup, c'est-à-dire, je crois qu'on est à 20 millions de tonnes, enfin, on est à presque plus rien, quoi. Bon. Donc, Trump a accéléré le tempo pour arriver à l'annonce du MOU, pour pouvoir annoncer le MOU, pour qu'il y ait une détente sur les marchés. D'ailleurs, ça s'est vu immédiatement dans le prix du pétrole. Donc, voilà où nous en sommes. Ce qui va être aussi très important, c'est la position des pays du Golfe vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis des États-Unis. On en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je pense qu'il y a là, parmi ces pays-là, il y en a deux qui jouent intelligemment. C'est l'Arabie Saoudite, ça j'en ai parlé plusieurs fois, et c'est le Qatar. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je veux revenir sur un des points du MOU, mais c'est lié. C'est celui de ce fameux fonds de 300 milliards de dollars qui serait accordé à l'Iran pour sa reconstruction et son développement. Comment dirais-je, c'est l'appellation qu'on a donnée à ce fonds, même si ça ne serait pas a priori un financement d'État, mais un financement privé, d'investissement privé, financé par des entreprises des pays du Golfe, de l'Asie, de l'Amérique du Sud,
qu'il y aurait des entreprises de ces États, mais évidemment avec l'accord de leurs États, qui se seraient déjà engagées à hauteur de la moitié de ces 300 milliards, donc d'un peu plus de 150 milliards de dollars, pour abonder ce fonds et permettre à l'Iran des investissements donc, dans lesquels elle serait partie prenante, ce qui est une manière, j'allais dire, de lier leurs intérêts à ceux de l'Iran, de tenir l'Iran, clairement, parce qu'il aura besoin de cet argent et que cet argent continue à être abondé. Mais en même temps, c'est une façon pour ces pays aussi de prendre une part, finalement, de nouer des relations importantes, financières, économiques, bref, d'intérêts mutuels partagés, intérêts d'affaires. Donc, il y a 150 milliards qui auraient déjà été promis, en fait. Alors bon, on sait ce que c'est que les promesses, hein, mais enfin quand même, sur 300 milliards, c'est pas mal en quelques temps. Et il y aurait 4 domaines fléchés, entre guillemets, pour reconstruction et développement. Donc, énergie, bien sûr, logistique, production manufacturière et transport. Bon, donc, façon en associant tous ces pays, de les rassurer, et notamment ceux de la région, de les rassurer face à l'émergence quand même de l'Iran comme puissance majeure, bien plus qu'avant le 28 février, régional au Moyen-Orient. Ça, c'est le grand truc aussi que Israël et les États-Unis ont fait advenir, en fait. C'est à cause d'eux, à cause de ce qu'ils ont fait, à cause des frappes, à cause de la campagne de frappe de 40 jours, que l'Iran, qui s'en est sorti, est maintenant dans une position régionale bien plus forte. Bon, et c'est ça, évidemment, qui inquiète beaucoup Israël, et qui inquiète aussi d'ailleurs les États-Unis, mais surtout Israël. Bon. Donc, ce fonds, ce qu'il faut savoir aussi, ce fonds de 300 milliards n'a a priori rien à voir avec les fonds iraniens gelés. Donc, ce n'est pas de l'argent iranien qu'on redonne aux Iraniens, si vous voulez. C'est autre chose, c'est un commitment, un engagement, si vous voulez, une application d'un certain nombre de pays, de la région, mais aussi du monde entier, pour aider l'Iran à revenir, en fait, à se renforcer encore. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec les fonds iraniens gelés, ça n'a rien à voir avec les sanctions, et en fait, ça renvoie, et c'est là que je reviens au Qatar, aux négociations secrètes qui ont été engagées entre l'Iran et le Qatar dès le début de la guerre des 40 jours. Voilà. Parce qu'en fait, le Qatar, qui sentait les choses venir, avait extrêmement peur d'être attaqué en représailles, si vous voulez, comme l'ont été d'autres pays de la région, par l'Iran. Et donc, ils auraient proposé à Téhéran un accord mutuellement avantageux, finalement, l'Iran s'engageant à ne pas attaquer la ville de Ras Laffan, qui est en fait, c'est au nord du détroit d'Ormuz, c'est une ville industrielle au nord du Qatar, enfin sur la côte, au bord du golfe Persique. Et c'est surtout l'endroit où il y aurait la plus grosse installation, la plus grosse usine de liquéfaction du gaz au monde. Voilà. Donc ça, évidemment, on peut comprendre que les Qataris n'avaient pas envie de voir ces installations bombardées par les Iraniens ou touchées par des missiles. Et donc, l'idée de cet accord secret, ça a été de dire, écoutez, vous ne nous bombardez pas, et en contrepartie, on baisse et on stoppe quasiment notre production de gaz pendant un moment, ce qui va faire monter les prix, ce qui va faire pression sur les Américains pour qu'ils cessent leur propre frappe. Voilà, pour que ça cesse, pour qu'ils s'arrêtent. Voilà. Bon. Alors, la presse israélienne, elle va plus loin. Elle explique même que Trump aurait secrètement approuvé un deal, et c'est ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais là, on a des éléments de contexte plus intéressants. Un deal entre l'Iran et le Qatar, c'est-à-dire un transfert d'argent via le Qatar, c'est 3 milliards donc,
en échange de la liberté de transit pour le gaz qatari, de transiter par Hormuz, via Hormuz. Bon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est la presse israélienne qui le dit. Voilà. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est que l'Iran a toujours eu finalement les cartes en main, en fait, depuis le début du conflit, assez vite. Il a toujours eu le contrôle de l'escalade. Il a joué très habilement avec certains de ses voisins, en l'espèce le Qatar. Et quelles que soient les postures, si vous voulez, américaines ou même israéliennes, de victoire, de rodomontade sur le thème, mais nous avons infligé des dégâts terribles, nous avons oblitéré les... Non, en fait, non. D'abord, il y a le problème énergétique que je vous ai dit, donc le fonds stratégique, là, le Strategic Petroleum Reserve, la SPR américaine, ça baisse dangereusement. Il y a plus de tampons, quoi. Il n'y a plus de coussins, si vous voulez. Donc, et quand vous descendez en dessous de 20 millions de barils, vous avez des problèmes de maintenance, vous avez des problèmes de pression dans les pipelines. Enfin bref, il ne faut pas en arriver là. Bon. Donc, c'est ça qui les inquiète, c'est fin juin, juillet. Donc, il y a le fait que donc, l'Iran a toujours eu les cartes en main et finalement a poussé Trump à montrer qu'il bluffait. Voilà, parce que pour une question aussi de temps, parce qu'il n'avait pas le temps de tenir du fait de la baisse, de la montée des prix et donc de la baisse des réserves stratégiques, etc., et de la crise qui arrive, et de la récession mondiale qui arrive, et de la responsabilité qui pourrait lui en être imputée, il n'avait pas le temps d'espérer, d'attendre des effets de son contre-blocus. Voilà, donc les Iraniens ont toujours eu le calendrier en fait en main, la montre. Et c'est fondamental dans une négociation. Donc, Trump, avec son contre-blocus, il n'a pas mis l'économie iranienne à genoux, mais l'économie mondiale, l'économie européenne, mais européenne, il s'en fiche un peu, mais enfin américaine en tout cas, elle est sous tension de plus en plus, et c'est ça dont il veut sortir. Donc le blocus qui visait, vous savez, il y avait l'île de Karg, il s'agissait de faire en sorte que toutes les capacités de stockage à Karg soient dépassées, qu'on puisse plus stocker le pétrole et que donc l'Iran soit en difficulté, etc., etc. Donc ça a été une course contre la montre que les Américains ont perdue. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le contrôle du détroit demeure entre les mains de l'Iran. Et ça n'est pas prêt, à mon avis, de changer, parce que pour faire changer ça, il faut attaquer l'Iran avec une force militaire massive. Enfin, c'est une toute autre histoire du point de vue américain. Donc, si vous voulez, en fait, grâce à cette guerre complètement folle, imbécile, enfin, bon, je ne veux pas être trop brutale, mais enfin, voilà, il y a quand même un certain nombre de gens qui prévenaient qu'il ne fallait pas le faire, Bon, ben, on l'a fait, voilà. Et ben, grâce à ça, n'est-ce pas, maintenant, l'Iran a, en fait, le contrôle d'une partie de l'économie mondiale qu'il n'avait pas avant, parce que, bien sûr, il était toujours situé là où il était, il avait toujours ses eaux internationales dans le détroit d'Ormuz, etc. Mais ça se passait très bien, si vous voulez, s'il n'y avait pas eu l'agression. Les navires passaient. Et il avait prévenu que si jamais on l'agressait, il couperait. Bon. Donc, c'est une démonstration en fait magistrale. C'est mieux que la bombe atomique, d'une certaine façon. C'est une capacité de nuisance terrible sur l'ensemble de l'économie mondiale. Plus la dissuasion balistique, incontestable. Donc, l'Iran sort très renforcé de cette séquence, pour l'instant en tout cas. Les États-Unis très affaiblis politiquement, stratégiquement, avec des bases qui sont endommagées dans toute la région, avec des dégâts d'image colossaux. Je vous rappelle que les Iraniens ont quand même détruit beaucoup de choses aussi, de l'arsenal américain. Et ils ont détruit, et là encore tout récemment, ils ont détruit au Bahreïn,
sur la base de Jabal al-Dukhan, ils ont détruit un radar d'alerte précoce, c'est-à-dire d'alerte de longue portée, à longue portée, américain. Et surtout, et alors là, il y a plein d'articles, hein, c'est pas moi qui invente tout ça, hein, c'est des articles de la presse américaine, c'est des articles de la presse même parfois israélienne. Bon. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle les villes de missiles, les cités de missiles iraniennes, c'est-à-dire en fait les bases enterrées extrêmement profond, plus de 70 mètres de profondeur dans le granit, sous certaines villes industrielles ou à côté de certaines villes iraniennes, et où seraient en fait des bases de missiles, elles n'ont même pas eu besoin d'être toutes activées pendant la guerre des 40 jours. Il y en a certaines qui ont été activées. Elles ont été, celles qui étaient identifiées par les Israéliens et les Américains ont été bombardées sans relâche par des B-52 et par tout un tas de choses pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, en fait, elles ont manifestement continué, à partir de ces mêmes points bombardés, à pouvoir lancer des missiles. Donc, si vous voulez, il y a un problème aussi quand même d'efficacité des frappes américaines, des modes d'action en fait, américains et israéliens. D'ailleurs, les Iraniens ne se privent pas de dire que c'est comme ça qu'ils ont pu renvoyer vers l'Est pour les protéger un certain nombre de systèmes de défense antiaériens, parce qu'en fait, les Américains en étaient réduits à taper le désert, quoi, parce qu'ils n'arrivent pas à pénétrer en dépit de la puissance des bombes envoyées, assez profondément pour toucher ces bases de missiles, et ils ne les ont manifestement pas toutes identifiées. Voilà, parce que tout ça, c'est un travail de très très longue haleine. Il paraîtrait, que la Corée du Nord, d'ailleurs, aurait servi d'inspiration dans ce domaine, il y a déjà quelque temps. Mais donc, si vous voulez, là, on est face à un os, quoi, un gros os. Voilà. L'Iran est un gros os dans la chaussure américaine et dans la chaussure israélienne. Et là, il faut voir comment va réagir Benyamin Netanyahou, parce que lui aussi a des problèmes d'image, d'abord des problèmes de survie politique. Il considère que continuer à mener la guerre sur tous les fronts l'aide politiquement. Je ne sais pas si ça aide son pays, mais en tout cas, voilà, c'est la politique qui est menée. Et si jamais ça venait à impacter, à gêner, à mettre en danger, en péril un mou ou même un accord en cours de négociation plus largement avec l'Iran et les États-Unis, comment réagirait Washington si Trump est encore au pouvoir? Voilà, il y a des problèmes de réalité militaire, il y a des problèmes de réalité énergétique, il y a des problèmes de réalité économique. Bref, il y a des limites aux narratifs occidentaux. Voilà, je dirais que c'est probablement la conclusion qu'on peut faire le plus facilement. Et je terminerai pour dire que il faut quand même rester extrêmement prudent, voilà, parce que pour pour certains analystes iraniens, en fait, cette paix n'est pas c'est juste une trêve. Ça ne fait que repousser la bataille finale, un peu apocalyptique selon eux, mais qui les attend. Bon, pour eux, la souveraineté sur le détroit d'Ormuz, ils l'avaient déjà, donc, et elle était déjà admise de fait. Hein. Le déblocage des avoirs iraniens, bon, ben c'est bien et c'est très important, mais en fait, pour eux, l'avantage du mou, c'est de repousser l'affrontement final et décisif auquel ils vont certainement continuer de se préparer. Je pense qu'ils ont fini de croire et de baisser la garde, de vouloir baisser la garde trop facilement en se disant ça y est, on rentre dans une autre phase, etc., etc. Après ce qu'ils ont vécu, après la tentative, après les frappes de décapitation, après la mort du guide suprême, après tout un tas de choses, ils savent bien qu'il faut faire quand même extrêmement attention à tous les accords que l'on peut discuter avec des responsables américains. Bon,
Donc, la bataille finale n'est peut-être que remise, et ça c'est une mauvaise nouvelle malheureusement. Mais pour ces analystes, ben oui, c'est existentiel désormais, non pas tant entre l'Iran et les États-Unis, mais entre l'Iran et Israël, c'est évident. Et il va falloir qu'à un moment donné, l'un des deux camps comprenne ou tire les conclusions, en fait, d'un rapport de force. Donc ce rapport de force, pour l'instant, il est en faveur de l'Iran, de mon point de vue, mais ça peut changer. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Et puis du côté américain, bon ben, il faut espérer que Trump s'en sorte comme ça, soit capable de tenir quand même reine courte Netanyahou pour qu'on arrive à la phase de négociation, c'est-à-dire pour qu'on tienne au moins 30 jours, c'est-à-dire jusqu'au 19 ou 20 juillet en fait. Et voilà, que les Américains puissent peut-être renvoyer une partie de leur armada. Ils ont quand même perdu beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Ils ont perdu des drones, ils ont perdu des radars, ils ont perdu des avions aussi d'ailleurs. Donc ils ont un peu perdu leurs yeux et leurs oreilles, comme dit un reporter de CNN. Bien sûr, ils ont perdu le contrôle, mais qu'ils ne l'avaient pas. Mais enfin, en tout cas, il est clair que c'est désormais sous contrôle strict iranien et omanais, mais surtout iranien, Hormuz, et que donc, effectivement, sans amasser une force énorme, il n'y a aucune chance pour que ce rapport de force change, en fait, fondamentalement, à court et à moyen terme. Donc, et puis ils parlent d'autre chose, mais c'est un peu humiliant. Mais enfin, c'est vrai que finalement, les porte-avions ont dû reculer pour ne pas être touchés par les batteries de défense côtière iraniennes. Donc, ils sont restés au large d'Oman. Bon, ils n'ont pas intimidé l'Iran. En fait, toute la puissance militaire américaine n'a pas intimidé l'Iran. Voilà. Et ça, c'est aussi une leçon, sans doute, ça a été certainement très observé par beaucoup de pays sur la planète qui ont vu qu'en fait, il était possible de dire non et de se défendre et même de l'emporter. Voilà. Donc, prudence. Je terminerai là-dessus. Ma mondoscopie, grande prudence vis-à-vis de ce mou, pas d'espoirs inconsidérés. Mais il faut souhaiter, enfin moi en tout cas, je souhaite que l'on arrive à cette signature le 19 et que quelque chose puisse se négocier progressivement, même avec beaucoup de méfiance, voire de défiance, mais quelque chose qui puisse en tout cas nous éviter une crise économique trop lourde, une récession trop lourde, parce que ça aura évidemment des répercussions sur nos États européens, parce que nous, on n'est même pas producteurs, si vous voulez, ni de gaz, ni de pétrole, ou on est toute petite proportion. Voilà, je vous remercie de votre attention, chers amis. Encore une fois, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au cercle, si vous le pouvez, soutenez-nous par Tipeee. Entretien géopolitiquement incorrect, samedi prochain. À très bientôt. Au revoir.